L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la monarchie Congo. Mais on aimerait que vous puissiez introduire, nous faire comprendre c'est quoi la monarchie Congo et son voyage dans les temps. Et je veux commencer par signaler l'essentialité du terminologie. Okay? Nous sommes en train de parler des monarchies. Bien entendu, le mot monarchique est un mot français qui a une explication bien définie. Donc ici, nous sommes en train d'utiliser une expression en emprunt. Okay? Et qu'est-ce que cela signifie? Une expression en emprunt. Bien, tout simplement, le mot monarchie, bien qu'étant d'origine gréco-romaine, okay, a une explication culturelle qui est propre aux gréco-romains. Il a une explication culturelle qui est propre à la Russie. Il a une explication culturelle qui est propre à l'Asie, c'est-à-dire aux Arabes et au reste du monde. Okay. Ce que je vais essayer de faire ici est d'essayer de donner une définition du mot monarchique emprunt, mais lui donnant un contexte qui est typiquement nôtre, authentique. Okay? Parce que souvent, c'est les premiers éléments qui font confusion. Quand nous parlons de monarchie, pour les milliers d'entre nous, ou les milliards d'entre nous qui ont fait l'étude, l'école coloniale, l'école, comme dit, l'école de l'État aujourd'hui, nous avons étudié les modèles occidentaux. Et quand nous appliquons ces critères aux royaumes africains, eh bien, nous tombons dans une erreur. L'erreur est celui de penser que le royaume a un roi qui est propriétaire des vies humaines, qui décide comme il veut, qui généralement utilise les pouvoirs qu'il a contre le peuple. Un monarque est celui dont les peuples se courbent, devant lesquels les peuples se courbent. Nous avons plusieurs références qui font état de cela. Nous avons eu un très mauvais exemple avec le film proposé avec Eddie Murphy, Les Princes des Zamunda. Voyez un peu. Qu'est-ce que vous avez dans cet élément-là? Eh bien, vous avez une représentation, une exagération du modèle occidental sous le couvert des personnes, des peaux brunes. Okay? On a Eddie Murphy, à un état déjà avancé, qui fait les princes des Zamunda, qui n'est pas capable de brosser ses dents. Ok? Il n'est pas en mesure de faire la douche. Ok? Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit dans ces films, c'est le luxe. Ok? C'est le luxe et le super luxe, l'habit des autres. Ok? Et au moment où il décide d'aller se marier, ok, il refuse une femme qui a été élevée sur les modèles culturels. Il veut aller aux États-Unis, ok, où il va devoir faire un choix entre une fille à la peau bronzée comme lui ou une fille à la peau claire. Il choisit une fille à la peau claire. C'est tout un enseignement, mais négatif. Okay. Dans l'authenticité de nos royaumes, le roi, la royauté ou la monarchie, qui est un phénomène naturel. La République est une construction intellectuelle. Les Sénats, tous ces différents corps faisant partie d'une administration territoriale sont des manifestations intellectuelles, à part nées et adaptées selon le niveau de progrès et de stratification sociale. La monarchie, elle est naturelle. Qu'est-ce que j'ai dit par la monarchie naturelle? Eh bien, dans un cercle, les chefs se définissent tout seuls. Les leaders est né dans tout seul. Et c'était pourquoi j'insiste sur le fait qu'il soit un manifestation naturel. Eh bien, quand vous avez un groupe d'amis de n'importe quel âge, il y aura un d'eux qui va être reconnu comme leader, de manière automatique et naturelle. Maintenant,
C'est une exigence naturelle. De même manière que dans un écosystème, il existe ce qu'on appelle des prédateurs. Ok, non? Les prédateurs sont là, se nourrissent de l'énergie, de la chair, du sang de certains animaux. Ces animaux-là ont besoin d'un système royal, ont besoin d'une monarchie, parce que la monarchie a pour le plus grand devoir celui de les défendre. Premier rôle. La monarchie a pour rôle de défendre les peuples qu'il représente. Devant qui une monarchie représente le peuple? Devant les autres peuples du monde? Non. La monarchie représente le peuple devant les ancêtres et les ancêtres devant le peuple. La monarchie est un point de conjonction entre le monde des ancêtres ou le monde de mort ou le monde au-delà de la réalité quotidienne et le monde des humains. Ils servent d'intermédiaires. Ils sont les garants des lois ancestrales. C'est quoi une des fondamentaux des lois ancestrales dit ceci. La monarchie, ok, n'a pas les pouvoirs sur la propriété privée. Dans la monarchie, les monarques gèrent tous les espaces publics. Ok? Les forêts, les eaux, les ciels, tous les espaces, les marchés sont sous la gestion de la monarchie. Les espaces privés sont sacrés. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent eux aussi à des ancêtres individuels. Et que chaque homme, dans son espace vital appelé aujourd'hui propriété privée, est un roi aussi. L'homme est le petit roi dans son espace privé. Et il grandit jusqu'à arriver au roi. Et le roi est le représentant de ces lois et le garant de ces lois. L'inviolabilité et l'intaxabilité des biens privés. Un bien privé ne peut être taxé sous une monarchie. Il ne peut être taxé. Il ne peut être confisqué. Un bien privé. Et ce sont les lois pour lesquelles le monarque est élu. La monarchie fonctionne. La monarchie n'a pas le pouvoir de créer des rôles, des lois. La monarchie représente les lois ancestrales. Ok? Il n'a pas aucun pouvoir de créer les lois. Il protège les lois ancestrales. Ce sont les fondements de la monarchie. Vous voyez donc, je vais prendre maintenant le film de Eddie Murphy parce que tout le monde a envie de ces films-là. On vit ces films-là. Les films-là, ces films de Eddie Murphy, Les Princes à New York, Looking, comment on dit ça encore en français, est un témoignage négatif, est un enseignement négatif. Il ne représente en aucun cas les royautés authentiques africaines. Il représente le contraire. Dans les royautés africaines, le roi ne vit pas dans l'opulence. Qu'il doit démontrer à tous les peuples du monde. Non. Les coffres royaux sont les réserves populaires. Ok? Dans une gestion monarchique contemporaine, il y a ce qu'on appelle la République. La République est une émanation de la royauté, de la monarchie. Ça signifie quoi? C'est une externalisation ou comment je peux appeler ça? Une gestion. Compte tenu de l'évolution des sociétés et l'exigence des peuples du monde en relation avec ses peuples propres, les royautés ont trouvé, en une étape donnée en Occident, d'externaliser la gestion directe. Les genres de conflits avaient changé
les déplacements, les commerces internationaux avaient un flux énorme sur le déplacement des personnes. Et la royauté n'était plus en mesure de gérer tous ces domaines-là. C'est ainsi que la République naît comme gestion de la partie dynamique de la société. La royauté, la monarchie se réserve les droits des ancêtres, que tout appartient aux ancêtres et ils représentent les ancêtres. Les films de Eddie Murphy devront les tourner au contraire. Bafouement des traditions où on va se marier à l'étranger, toutes ces choses-là sont des éléments qui, d'un point de vue comique, peuvent très bien plaire, du point de vue de divertissement. Mais c'est un enseignement qui a été hautement négatif et apporté beaucoup plus de confusion qu'il y en avait déjà dans la définition et dans la perception de la monarchie. Il était nécessaire que nous ne percevions plus la monarchie occidentale, nos monarchies, modèles monarchiques, comme des éléments positifs. Or, les secrets se cachent dans la perception même de ces instances comme des éléments fondamentaux à toute politique. Même la soi-disant démocratie, si nous voulons la définir en termes de jouissance de liberté reconnues par la culture et par l'époque, ne sont pas possibles sans une monarchie. Ok. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par les lois ancestrales quand vous dites ça? Très simple. Les lois que les ancêtres ont placées, les lois de la nature. Parce qu'en même temps, vous dites que la monarchie, lui, ne consent pas des lois. Il est là pour sécuriser les lois ancestrales. Mais d'où viennent ces lois et qu'est-ce que c'est exactement? D'où viennent les ancêtres? Ils sont nés. Ils ont existé. Il existe des ancêtres. Cela veut dire qu'il y a un rassemblement des sages qui décident? Dans une société normale, et non, il faut savoir que les royautés ont un rôle, des royautés étudient cela. Les monarchies étudient l'histoire. Un des plus grands rôles. Un monarque, c'est quelqu'un qui a un contrôle quasi parfait de l'histoire, de l'évolution de la société pour laquelle il représente, et de son histoire médicale, tout. Ok. Ces lois sont connues. Les lois ancestrales, ce ne sont pas des lois qui sont soumises à des discussions. Ce sont des lois qui sont connues et reconnues de tous. Pas connues des peuples d'aujourd'hui, mais reconnues pratiquement de tous. Et il s'agit, par exemple, les droits à la vie. C'est une loi de nos ancêtres. Okay? Le fait qu'un enfant a, par exemple, la protection, l'interdiction de l'abortion. C'est une loi des ancêtres, ancestrale. Et une fois qu'il y a une grossesse, l'enfant doit accoucher. C'est une loi ancestrale qui doit être protégée. Je disais, la propriété privée est une loi ancestrale. Les souverains est garant de la propriété privée. Il s'assure qu'il y a inviolabilité sous n'importe quelle forme d'abus de la propriété privée. Ça, c'est un requis. Le roi ne permet pas l'émanation de lois qui vont à l'encontre des lois fondamentales. Si la loi dit que le souverain est garant de toute vie, existante, il est garant de la vie de toute vie, ça signifie, dans ce royaume-là, il ne peut y avoir une peine de mort. Parce que condamner quelqu'un à mort ou fusiller quelqu'un par condamnation à mort contradierait le rôle du souverain. Le souverain est garant de la vie, donc il n'y a pas de peine de mort. Il n'y a pas de mise à mort, sinon que durant une confrontation militaire ou des guerres. Il existe on peut parler, mais il existe des lois, mais ces lois sont des lois connues. Si on peut faire un voyage dans les temps, je me pose la question. En Égypte, avant l'Égypte, il y avait aussi des royaumes ou cela vient après l'Égypte?
Disons que les royaumes ont été conçus après l'Égypte. On peut avoir une explication de cette conséquence et ces changements. C'était dû à quoi? Parce que je conçois que nous étions dans un autre système en Égypte. Et qu'est-ce qui a fait qu'on puisse se retrouver avec deux royaumes? Est-ce que les systèmes ne valaient plus la peine de continuer, comme en Égypte? L'Égypte avait chuté. Le pharaon Amenhotep III avait marié une femme méditerranéenne, par exemple méditerranéenne, mais une femme venant des bassins de Uruk, ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui, okay? La Mésopotamie, pour être plus précis. Et après, il mariait une jeune fille qu'on appelle Nefertiti venant de la Mésopotamie. Okay? Et son fils Amenhotep IV, avant Amenhotep III, personne n'avait introduit d'étrangères dans les harèmes royales. Amenhotep III fut le premier. Amenhotep IV, qui devra plus tard Akhenaton, était un sang-mêlé, un métis. Le papa est égyptien, c'est-à-dire africain, les mamans est mésopotamienne. Il est lui déjà 50%. Il va marier Nefertiti, qui est 100% mésopotamienne. Vous voyez, les lignées royales avaient changé de main par cet acte-là. Et à partir de ce moment-là, il y avait la destruction qui avait commencé. Plusieurs fractions ont dû quitter l'Égypte, en commençant par celui apporté par les vizirs Ramoshet du pharaon Amenhotep IV, appelé Akhenaton. Ramoshet va prendre les prêtres Yaoud. Okay? Il va prendre les malades égyptiens. Okay? Et qui mariait égyptien Oubrou. Oubrou était un magicien qui est malade. Quand on est malade, une maladie inconnue, Oubrou. Il va prendre ces personnes-là, pendant que les rois, les pharaons Amenhotep IV étaient distraits avec la construction de la nouvelle ville en plein désert Al-Amara, eh bien, va piller les trésors royaux, les trésors publics, prendre les tablettes de El-Mana de l'Égypte antique, prendre tous les documents de l'Égypte antique, prendre les potentiels militaires, les documents, les secrets égyptiens et fuir avec. C'est Ramoshet, le vizir, l'ex-vizir du pharaon, Amenhotep III, et puis Amenhotep IV, Ramoshet, qui va se cacher dans le désert pendant 40 ans, transformer l'histoire, réécrire, puiser des documents égyptiens pour créer ce qu'on appelle la Torah, et puis détruire le document original, et transformer son nom de Ramoshet à Mosè et devenir le peuple des Hébreux. Les Hébreux, une transformation de Oubrou à Hébreu. À partir de cela, c'est les premiers vents. Plusieurs vents vont sortir. Notamment celui dont je représente la lignée aujourd'hui, la lignée Mbembazo. C'est une autre lignée qui va sortir de l'Égypte antique, guidée dans un premier lieu par les rois, les rois prophètes et les rois. La lignée royale est prophétique. Mbembazo, dont je suis dans la succession, qui va mourir, et par après, Yer Mbangala, la femme au 7 moment, va prendre le pouvoir et aller jusqu'au royaume Congo. Et aussi, à leur tour, ont apporté un trésor de connaissances, des artefacts d'or, des documents qu'on appelle les Boukongo, qui malheureusement, ces documents, ces trésors va servir à la construction du royaume Congo avec Mimi Alukeni, les premiers rois Congo. Mais ces trésors vont être dissipés, volés et pillés par les colons espagnols arrivés. Aujourd'hui, le Boukongo, en tant que trésor, de sa partie des connaissances, tout a été transféré vers l'Occident de l'époque. Et il y a la lignée des Dogon qui vont partir de l'Égypte encore plus tard. Et dans la lignée Congo, guidée par Mbembazo, il y a une partie qui va rester en Afrique du Sud, qu'on va appeler par après les peuples Zoulous, et ainsi de suite. C'est ça, après la chute d'Égypte, commence la naissance des royaumes des Africains. Ok, donc c'est dans ces déplacements que va naître chaque regroupement qui va... C'est la jeunesse.
l'errance dans le désert, c'était la jeunesse disons, pas des royaumes et empires africains. La monarchie, le modèle monarchique, parlant du modèle monarchique, n'est pas une alternative, ok, à l'échec représenté par les modèles politiques de gestion territoriale. La monarchie n'est pas un modèle de gestion. Okay? Donc, la monarchie n'est peut-être en compétition. Nous devons éviter, ce n'est pas une alternative. C'est une authenticité dont la compréhension, le fonctionnement correct garantit une évolution vers diverses étapes de gestion pouvant être républicaines, pouvant être démocratiques, de la gestion des espaces vitaux d'un royaume ou de notre peuple. Donc, j'aimerais aujourd'hui instiller au départ même de ce travail qu'il ne faut pas faire un alignement. La monarchie est un recours à l'authenticité. Et la monarchie ne s'impose pas comme un modèle politique. Elle n'est pas un modèle politique. Elle n'est pas un modèle de gouvernance. Elle est un régime de représentation spirituelle des ancêtres. Elle est un modèle de garantie. C'est une assurance. La monarchie est une assurance de peuple de ces conditions favorables à la vie. C'est comme quand vous avez une assurance maladie. Votre paiement est la garantie que quand vous allez à l'hôpital, vous êtes assuré, vous allez recevoir votre paiement, votre traitement. La monarchie est une garantie. Est une garantie de quoi? De vos besoins fondamentaux, de votre intégrité, de la protection de votre de vos biens privés, de la protection du pouvoir, de l'incursion des éléments non favorables. La monarchie protège des intrus, des approfiteurs, de ceux qui veillent utiliser les pouvoirs pour s'enrichir, pour leur propre bien. Bien, la monarchie sert de couvert à cela. Elle n'est pas une alternative à la démocratie ou à la démocratie, au capitalisme. Non, elle n'est pas une alternative. La monarchie, le fonctionnement monarchique est un point de départ, ni garantie. Donc nous devons l'appréhender avec une énergie différente. La monarchie n'est pas gouvernement. Ok? Mais la monarchie dicte la démarche d'un gouvernement. Il dicte la démarche d'un gouvernement. La monarchie n'a pas besoin de se justifier. Le monarque n'a pas besoin de se justifier pour décider qu'un gouvernement tel n'est plus représentatif du peuple. Il doit être viré. Du moment où il constate que la mission du gouvernement va à l'encontre des éléments dont il est garant, du moment où le gouvernement en tant que modèle de gestion, met en difficulté, met en crise la nature du régnant, c'est-à-dire garant de la vie, garant de la propriété privée, garant de l'inviolabilité des lois ancestrales, eh bien, les souverains effacent le gouvernement. Ils dictent la marche. Et quand un gouvernement n'a pas un élément relié, parce que les commandements des souverains sont les commandements royaux, sont les commandements divins.
roi soleil en France. Pourquoi on dit roi soleil? On désigne par cela les caractères divins du roi français. Pour dire, ces injonctions, ces décisions sont divines. Pas parce que lui, il est Dieu, mais parce qu'il a un sang moitié humain, moitié divinité. Ce n'est pas qu'il fait de lui un Dieu, mais tout simplement signifie qu'il peut rentrer en contact avec les ancêtres, les dieux. Et dans tout cela, son rôle est assurer l'équilibre, le bien-être, la sécurité, le développement.